parole. De l'autre côté, donc, nous allons vous parler aujourd'hui de la prise en charge des extirpations et de l'extirpation des PCO. Et toujours dans le cadre de l'usage rationnel des médicaments. Donc il y a des objectifs qu'on a fixés pour cette situation. L'objectif principal, donc, afin de pouvoir bien gérer les médicaments, parce qu'il y a toute une gamme de médicaments que l'on pourrait recourir en cas où un patient vient nous voir pour une extirpation, c'est surtout et avant tout identifier des situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Identification des situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Il y a quelques points clés quand même à retenir pour la prise en charge de ces exacerbations. C'est surtout donc, avant tout, rechercher les critères d'hospitalisation et la cause de l'exacerbation. Pour le traitement, évidemment, ça va être le traitement de la cause, les antibiotiques, les bronchodilatateurs, avec ou sans corticoïdes oraux, oxygénothérapie et assistance ventilatoire si une hospitalisation s'avère nécessaire. Et en fait, la BPCO c'est quoi? Donc c'est une maladie respiratoire chronique définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes, c'est-à-dire il y a un trouble de ventilation, trouble ventilatoire de type obstructif. Donc le diagnostic évidemment est apporté par la spirométrie. Vous aurez le VMS, le volume expiratoire maximal seconde, sur la capacité forcée inférieure à 70% de la théorique après un aérosol de bronchodilatateur de type bêta 2. Et pour l'évolution et l'histoire naturelle d'une BPCO, c'est une accélération accélérée du VMS. Parce que même chez nous, les sujets normaux, il y a toujours un déclin du VMS, mais en fonction de l'âge, mais pas accéléré. Et l'évolution, elle est toujours émaillée d'exacerbations, de sévérités diverses. Ce sont ces exacerbations qui sont à l'origine d'un handicap, que ce soit respiratoire, physique et surtout psychologique chez les hommes. Et à la longue, il y a une apparition d'une insuffisance respiratoire chronique. Et là, je vous montre une courbe qui a été présentée par Fletcher en 1977. Et malgré l'âge, ça tient toujours la route. Donc, vous voyez ici le déclin du VMS en fonction de l'âge. Ici, c'est le VMS. Vous voyez, de façon naturelle, il y a un déclin. Ici, pour les sujets fumeurs et qui sont sensibles au tabac, vous voyez l'accélération du déclin. Et là, le VMS, c'est le décès automatiquement. Et à partir de 30%, ça commence une validité respiratoire. Et quand on arrête de fumer, vous voyez, il y a un ralentissement du déclin du VMS. Donc, il est important de dépister ce VMS chez les sujets à risque. Pour la classification de la BPCO selon Cole, donc après avoir effectué la spirométrie, le test de réversibilité au bêta 2, vous voyez qu'il y a la BPCO classée de stade léger, VMS inférieur à 80%, et ce sont les symptômes habituels qui sont intéressants à retenir. Dyspnée lors des efforts importants, modéré, dyspnée dans la vie quotidienne, exacerbation altérant la qualité de vie, sévère, dyspnée pour des efforts limités et exacerbation, altérant fortement la qualité de vie. Et c'est surtout sur la base de cette qualité de vie qui est à l'origine de ces handicaps différents. Le VMS, on a ces valeurs à la spirométrie. Et parfois, vous verrez avec vos patients qu'il y a parfois une discordance entre valeurs, la définition qui est spirométrique et les signes cliniques. Parfois, il y a des patients qui ont un VMS inférieur à 30%, et pourtant ils présentent, même un athlète de, je ne sais pas au niveau, mais pas au niveau, peut faire des concurrences avec lui. Et pour les stades sévères, il y a une dyspnée au moindre effort, avec une qualité de vie qui est très altérée, et parfois les exacerbations qui mettent en jeu le pronostic vital. Et une exacerbation, c'est quoi en fait? C'est une acutisation des symptômes, c'est-à-dire le patient vient en consultation
il y a une purulence franche de l'expectoration avec dyspnée et parfois augmentation du volume de l'expectoration, c'est-à-dire augmentation du volume sans être purulent, mais augmentation du volume avec la dyspnée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette exacerbation peut être légère, modérée ou sévère. Et à la différence, une décompensation, c'est une exacerbation qui est sévère et qui met en jeu le pronostic vital. Pour le diagnostic, le niveau de gravité est pris en charge. Le diagnostic, c'est quand même assez facile. Majoration, d'ailleurs, le diagnostic, c'est clinique. Majoration de la dyspnée, sous expectoration. Et la majorité des cas d'exacerbation peuvent être, et doivent être aussi pris en charge en ambulatoire, c'est-à-dire en milieu extra-hospitalier, c'est-à-dire chez des médecins généralistes ou en pratique libérale. Et quand on commence la prise en charge, il faut toujours évaluer entre 24 et 72e heure pour est-ce que le traitement institué était efficace ou il y a une aggravation. Et en cas de décompensation ou inefficacité de la prise en charge en ambulatoire, il faut réorienter les patients en milieu hospitalier. Et pour les signes de gravité immédiate, dès la réception du patient, il faut voir tous ces signes-là. D'ailleurs, le signe clinique, au niveau de l'appareil respiratoire, il y a une dyspnée de repos, une cyanose, la saturation inférieure à 90%. Et là, pour la saturation, actuellement aux États-Unis, c'est devenu un paramètre obligatoire à prendre par les médecins généralistes en consultation, au même titre que la prise de la tension, la température. Donc, tous les médecins généralistes aux États-Unis, ils ont leur saturomètre pour apprécier ce SpO2. Avec la fréquence respiratoire qui dépasse les 25 par minute, l'usage des muscles accessoires, quand la toux est surtout inefficace avec une respiration paradoxale abdominale. Pour l'appareil cardiovasculaire, il y a une élévation de la fréquence cardiaque. Pour certains auteurs, ils annoncent 110, pour d'autres 120, avec un trouble de rythme, une hypotension, œdème des membres inférieurs et des marbrures, c'est-à-dire presque un état de choc. Il y a aussi des signes neurologiques qui sont la traduction d'une hypercapnie et une hypoxémie, donc une agitation, confusion, ovulation, voire un coma. Sur le plan biologique, il y a une hypoxémie, hypercapnie et une acidose ventilatoire. Donc, quand l'SpO2 est inférieur à 90%, ça indique une oxygénothérapie.